This project is really large scale. It's the total irrigated area, total of the project area more than 10,000 hectares. So this is one question, how to manage. Dans chacun des domaines que touchait le projet, il y a eu un enseignement et des conséquences à portée générale. Peut-être qu'un jour, après nous, il y aura des problèmes, peut-être que l'infrastructure aura des problèmes et ne fonctionnera pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. N'empêche que moi, je suis convaincu que quelque part, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui assure la réussite et la pérennité d'un projet d'irrigation? Une construction matérielle ou une construction sociale et politique? Comment un bailleur s'inscrit dans le développement d'un pays, éventuellement son histoire? Le projet Prénop est sans doute emblématique d'une intervention de développement. Il atteint à la fois le local, le national, il s'inscrit dans les domaines institutionnels, sociaux, économiques, politiques. Décembre 2007, sur les terres de Prénop. L'Agence française de développement, le GRET, Handicap International et le gouvernement cambodgien clôturent officiellement le projet des polders de Prénop. L'AFD a entièrement financé le projet, environ 10 millions d'euros sous forme de dons, débloqués en 3 phases. Démarré en 1998, il aura fallu 10 ans pour inscrire une séparation entre écosystème marin et monde terrestre dans ce territoire. 10 années pour installer une organisation associative dans le paysage autoritaire d'une nation qui émerge de plusieurs décennies de conflits. C'est un espace désert où rien ne pousse, un désert salé, debout, un lieu stérile, un endroit hors du monde. C'est un lieu infernal où l'on est condamné à survivre, piégé par son propre acharnement, que l'on ne peut quitter faute d'argent. C'est un espace au contour flou du côté de la mer. La mer est occultée, on ne la voit pas. Elle est une menace omniprésente. Marguerite Duras y a vécu une partie de son adolescence, dans les années 20-30. Son roman, Un barrage contre le Pacifique, est né sur ces terres inondées par l'océan. Il n'y a aucune digue à cette époque. Les terres sont régulièrement recouvertes par l'eau de mer qui détruit les récoltes. La mère de l'écrivain s'acharnera en vain à faire pousser du riz, sans cesse recouvert et détruit par l'eau saline. À de longues périodes de sécheresse, environ 5 mois, succèdent des pluies violentes et de l'eau en abondance, environ 3500 mm par an. Les 11 000 hectares des polders sont bordés, d'un côté par l'océan Pacifique, sur environ 25 km de long. Entre la mer et les polders, une mangrove assez large ralentit les entrées d'eau de mer. Elle les freine, mais ne les bloque pas. De l'autre côté des polders, il y a des collines assez élevées. À la saison des pluies, l'eau dévale ces collines en grande quantité et inonde les champs, mettant également les pousses de riz en péril. Le projet consiste donc à bloquer les entrées d'eau de mer d'un côté et à réguler les eaux de pluie de l'autre côté. Les polders de Prénop sont à 400 km de la capitale. Ils sont à proximité de Sihanoukville, la principale ville portuaire du pays. Dans les années 30-40, sous protectorat français, une première digue a été construite sur les polders. Voilà, la première digue réellement qui a été construite, c'est la digue
Le casier numéro 1, c'est une digue qui a été faite avec des ouvriers, enfin des personnes qui devaient de l'argent à l'État, n'ayant pas payé leurs taxes foncières, qui devaient rendre un certain nombre de jours de travail, qui ont construit cette première digue. Le tracé de la digue française longe la mer, suivant la mangrove au plus près. Cette digue a permis quand même une grande amélioration au niveau des rendements de riz, puisque à l'époque on avait moins de 800 kg par hectare, et que dans les statistiques qui existent encore dans les archives de l'Indochine, on retrouve des chiffres de plus de 2 tonnes par hectare sur 10 ou 12 années. Dans les années 50-60, le jeune roi Sihanouk mène le pays à l'indépendance. Les polders connaissent une importante croissance économique. Le pays tout entier connaît une ère de prospérité et de paix. Juste avant que la nuit tombe sur le Cambodge à la fin des années 60. Une nuit qui durera près de 20 ans. En 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Près de 2 millions de Cambodgiens périront sous les coups de leurs compatriotes. Un quart de la population. Les villes sont vidées. Pol Pot, frère numéro 1, impose le travail obligatoire dans les champs. Le chef communiste a un rêve de grandeur. Faire renaître l'empire khmer du XIIIe siècle. C'est toujours que le souci primordial de tous les Cambodgiens, c'est l'eau. Comment faire sans l'eau et surtout pour l'agriculture. Et cette politique-là, c'est-à-dire si on remonte un peu dans le temps, du temps d'Angkor, à partir du 8e siècle jusqu'au 14e siècle, vous voyez, c'est-à-dire le Cambodge est un empire, c'est grâce à cette maîtrise de l'eau, à cette politique, vous voyez, hydraulique, que le Cambodge est devenu un grand pays de l'Asie du Sud-Est. Et je crois que Pol Pot il voudrait aussi, vous voyez, c'est-à-dire se concurrencer avec Angkor, vous voyez, pour se montrer qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus puissants que ses ancêtres. Voilà, je crois que c'est de la folie, vous voyez. En 4 ans, les Khmers rouges feront construire plus de 2000 barrages. Après Nop, l'ancienne digue française est abandonnée, une autre est construite, la digue 75. C'est une ligne droite, du nord au sud, qui ne cherche absolument pas à s'adapter au terrain. Une seule récolte est répertoriée, celle de 78. Un échec. Le manque de nourriture, l'épuisement et la folie meurtrière des Khmers rouges feront des centaines de victimes dans les polders. In general, people do not want to involve in collective activity because they feel or they try to be away from reminding the past story, or when they meet similar story, they feel difficult inside, so it prevents them or limit them from participate in social activity. This is a kind of impact. 20 ans plus tard, au milieu des années 90, la digue des Khmers rouges de Prenop est à l'image de la société cambodgienne, déstructurée et très affaiblie. Les familles sont éclatées et les solidarités sociales ont explosé. Dans les années 90, le Programme des Nations Unies pour le développement classe alors le Cambodge au 137e rang mondial sur 150. C'est dans ce contexte social que l'AFD intervient au Cambodge en 93-94 et choisit Prenop comme le premier projet de son intervention. On nous demande, les autorités politiques du Cambodge et de la France nous disent il faut que vous interveniez majoritairement dans le secteur rural et dans la zone de Siem Reap encore.
La Banque asiatique de développement a réalisé tout un ensemble d'études depuis 3-4 ans, depuis que le territoire est ouvert, principalement études d'ailleurs livresques. Ils ne sont pas allés sur le terrain, puisqu'on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et donc c'est à partir de ces dossiers que l'on identifie le dossier Prenup, parmi d'autres, à l'époque on n'a pas fait le choix, comme un site potentiel de développement agricole rapide correspondant à un besoin urbain qui est celui de la ville de Sénégal. On était à proximité d'une route nationale, d'une capitale provinciale qui était un pôle touristique, qui était en plus le port d'exportation du pays, donc avec des perspectives de marché ou d'accès à un marché. C'est un site parfait d'irrigation qu'on va appeler par épandage de crues, par les crues pluviales qui descendent des montagnes. Et donc c'est un site qui n'implique pas de gros investissements pour assurer l'irrigation de la zone. Donc c'est un site techniquement parfait. En 95-96, au moment où le projet Prenup se met en place, le Cambodge connaît enfin une certaine stabilité politique après 30 ans de guerre. C'est un État fort, voire autoritaire, mais avec un réel espoir d'ouverture démocratique. C'est aussi une période stratégique pour le pays, fin de conflit, consolidation du régime et reconstruction. Et toute la difficulté du sujet, c'est de greffer une intervention sur l'instant à quelque chose qui est à long terme et qui n'hypothèque pas le long terme. Je prends un exemple simple, si vous déversez des tonnes de nourriture, évidemment il faut le faire au moment où les gens ont faim, mais que du coup vous perturbez complètement tous les mécanismes de marché et toutes les organisations de production, à long terme vous faites une action catastrophique. Et pourtant quand vous êtes venu à court terme pour secourir les gens, évidemment que c'était l'action qu'il fallait faire. Donc comment faut-il faire très vite pour reprendre pied dans la réalité locale et pour que l'intervention d'urgence externe se retire? Ça, c'est un métier très compliqué. Donc, il y a très rapidement une discussion qui est engagée pendant l'étude pour dire comment va-t-on faire pour organiser un système de maintenance et d'entretien du périmètre irrigué. Et rapidement, on en vient à la solution, il n'y en avait pas 36, qu'il va falloir associer les populations à la gestion et aussi au financement de l'entretien du périmètre irrigué. Je vous laisse imaginer que partant de systèmes gouvernementaux du style Pol Pot 5 ans ou 10 ans plus tôt, puis ensuite vietnamien, le principe de déléguer la gestion d'ouvrages de ce type sur 10 000 hectares à des associations d'usagers ou d'agriculteurs, ça se dit avec prudence, très progressivement. On sait que ça prendra du temps, d'ailleurs ça a pris 10 ans, mais c'était bien le grand objectif de cette affaire. Le choix de vouloir associer les populations à la gestion et à l'entretien du périmètre, elles sont au départ le fruit d'une réflexion avec toutes les parties prenantes sur comment on assure la durabilité et donc sur une question purement technique, quoi. Alors j'en conviens après, très rapidement, du coup on en arrive après à des considérations qui sont plus seulement techniques, qui ont des implications politiques et sociales, quoi. Et ça a été toute la difficulté et le sujet un peu de ce projet-là, quelque part. À son démarrage, le projet poursuit 3 objectifs. Soutenir le développement agricole, restaurer une certaine confiance entre les partenaires sociaux, enfin, modifier les modes de gestion très centralisés de l'État. C'est ce dernier point qui donne au projet une dimension nationale. Sans être totalement opposés, les responsables cambodgiens de l'époque font part de leur réticence. How to make different of the cooperative, avoid such a problem of the name of cooperative that been established during the Khmer Rouge regime, mean of collaborative of the living together, sleep together, work together and eat together.
Le projet Prenup touche un domaine hautement symbolique du pays, l'irrigation. Il intervient à un moment stratégique de reconstruction. Il fait donc figure de test. Test pour le ministère cambodgien, à accepter les règles internationales plus démocratiques de gestion. Test pour l'AFD sur ses capacités à promouvoir ces nouvelles règles de manière durable. Les travaux commencent au printemps 98. L'ancienne digue Khmer Rouge gèle. Elle sera détruite pour avancer. Le nouveau tracé reprend en grande partie celui de la digue française des années 30. Il suit la mangrove et la laisse intacte. 90 km de digues et 37 ouvrages seront construits ou réhabilités. Le nouveau tracé permettra de cultiver 3000 hectares supplémentaires. Pour construire cette digue, on a pris les terres de ce côté-là. On a creusé ce canal. Ce canal, à l'origine, n'existait pas, donc on l'a créé. C'est avec les terres de ce canal que l'on a monté la digue. D'ailleurs, on voit les parties noires, grises du pied de la digue elle-même. Ce sont les terres qu'il y avait à l'intérieur, dans la partie profonde du canal. Vincent David de l'ONG Handicap International et responsable du chantier a filmé la quasi-totalité des travaux. Bon, au début, moi, j'avais aucune expérience de ce type de sol. Quand je suis arrivé là, j'ai un peu découvert. Il fallait s'adapter très vite aux conditions particulières des argiles molles, des terres compressibles. Il est vrai que quand les études avaient été faites en 1994, il y avait encore des zones dangereuses de Khmer Rouge. Donc les gens ont fait un travail très vite, avec la peur au ventre. Il y avait des sites qui étaient minés, il y avait des sites où il y avait des obus non explosés. Donc les gens faisaient ce qu'ils pouvaient avec l'information qu'ils avaient, l'accès au terrain qu'ils avaient, et on essayait de commencer à faire quelque chose. On ne pouvait pas attendre que tout soit déminé, que les Khmer Rouges soient partis, que tout soit terminé. Il y avait des gens qui rentraient de Thaïlande, il fallait leur trouver de quoi manger, quoi. Et au départ, on a eu nombreux problèmes de cisaillement de digues, dû à la méconnaissance du sous-sol. Voilà la cassure aujourd'hui, le 13 mars. Effondrement sur 40 mètres à peu près. C'est là où on a commencé à faire des études de sol, donc à faire une étude. Après, on va commencer les travaux. Puisque malheureusement, pour ce projet, on est passé d'une étude de faisabilité directement aux travaux, sans avoir fait d'études techniques. Donc c'est à contre-coup que moi j'ai fait venir des laboratoires pour faire des prélèvements de carottage, des essais de sols divers et variés, pour essayer de maîtriser un peu ce qui se passait en sous-sol. La nature du sol et sa profondeur compliquent la réalisation des travaux. L'enveloppe initiale pour la première phase, près de 2 millions d'euros, est pratiquement multipliée par 2. Parallèlement, un programme d'attribution de titres fonciers est mené sur toute la zone. Chaque famille, prouvant l'utilisation régulière d'une parcelle, aura un titre de propriété en bonne et due forme. 22 000 titres ont été délivrés. La délivrance de titres est une forme, à l'époque, disons, pour donner de la sécurité là où il y avait eu une très grande insécurité et une rupture de la relation des individus et des familles avec les terres sur lesquelles ils cultivaient. Donc il y a eu une espèce de relocalisation formalisée par un papier, et ce papier donnait suffisamment de sécurité pour s'embarquer dans cette aventure collective qui était la participation à une communauté des usagers. Et finalement, l'objectif final, c'est quand même la mise en valeur de ces terres. L'impact psychologique est fort. L'impact financier l'est aussi. Ces ménages se retrouvent avec un capital foncier inespéré.
Une aubaine pour ces familles souvent très endettées. Jean-Marie Brun est responsable du projet pour le GRET, une ONG spécialisée dans le développement. Il a dirigé la mise en place de l'association des usagers, un chantier colossal. Il y a eu plusieurs centaines de réunions qui ont été organisées, à peu près 800 réunions qui ont été organisées, à la fois pour expliquer le projet, pour dire qu'est-ce qui allait se faire, et pour commencer de réfléchir sur quelle serait la structure de cette organisation des usagers des polders. Donc ce nombre de réunions il est très important parce qu'il y a 43 villages, mais l'idée était d'assurer un maximum de participation et que tout le monde ait au moins une fois eu l'occasion de participer et de s'exprimer dans ce contexte-là. Les gens sont très intéressés par la réhabilitation des polders, très intéressés par la capacité de remettre en culture, d'améliorer les rendements, d'avoir une meilleure gestion de l'eau, donc sont intéressés par le service, pas forcément très intéressés pour s'impliquer dans la gestion du service lui-même. Des agriculteurs qui se positionnent comme des clients plutôt que des membres d'une communauté. La population des polders est très hétérogène. Des Tchams musulmans, des Khmers, des Vietnamiens et des Chinois. Il n'y a pas de tension ethnique ou religieuse, mais il n'y a pas de sentiment d'appartenance à une même communauté culturelle. À une étape de renouvellement du projet, l'AFD s'inquiète. Les agriculteurs cambodgiens seront-ils capables de construire une organisation associative ? La question qui se posait, c'était peut-il ou non y avoir un fonctionnement collectif ? Peut-il y avoir un jeu social dont on accroît la cohérence ? Oui, non. Bon, ça a été l'objet d'un débat. Débat qui a puisé dans la littérature sociologique, voilà. Et donc il fallait répondre oui ou non. Non pas ça va réussir, mais est-ce qu'on prend le risque de peser dans une mécanique sociale en se disant que ça va amener un progrès. Julien Calas, chargé de mission au Cambodge à cette époque, effectue une recherche. La société cambodgienne est-elle devenue irrémédiablement individualiste ? Construire une capacité d'organisation collective dans une société dont ce n'est pas la tradition, c'est pas un projet insurmontable, l'étude le montre, mais ça prend du temps. Et quelque part, ça, c'est une vraie mission de développement. Plutôt que de dire les gens sont des individualistes, ils le resteront, et donc on ne peut rien faire avec eux dès qu'on sort de l'individualisme, je pense que ça, c'est pas un vrai projet de développement pour une société, quoi. Je dirais que c'est la thèse progressiste au sens processus qui l'a emporté. Elle l'a emporté parce que, notamment, nos amis du GRET étaient très ancrés dans la réalité. Et donc, ils avaient forcément, quand on vit sur place, quand on a des assistants techniques qui sont immergés dans la société locale, on peut s'y noyer, mais on peut aussi avoir mieux conscience que d'autres des progrès concrets, successifs, qu'on va pouvoir amener dans le fonctionnement. C'est cette thèse-là qui a prévalu, mais elle n'était pas évidente. L'AFD a failli tomber dans le piège culturaliste. En fait, chaque famille évalue son propre intérêt à participer. Une organisation collective est créée non pas dans le champ culturel, mais de manière pragmatique, autour de la gestion de l'eau. De fait, la construction de l'association progresse. Dès fin 2002, la communauté des usagers des polders, la CUP, est constituée et fonctionne suivant les règles instaurées par ses membres. L'ensemble des salariés saisonniers a été formé par l'équipe du projet. Travaux et maintenance, comptabilité, gestion, élection. Les compétences de chacun s'affirment au fil des ans avec pour objectif final être autonome. Ici, vous avez la bulle toujours quand vous faites
C'est un niveau automatique, normalement la correction est automatique. Hein. On appuie sur le bouton, normalement la correction automatique. Normalement on doit avoir cette bulle, quand on tourne, la position doit être toujours centrée. Hein, pour être sûr que le niveau soit bon. Hein. La CUP gère les ouvertures d'eau pour le riz et entretient une partie des infrastructures. Son budget est uniquement constitué de la redevance qu'elle collecte auprès de chaque propriétaire. La redevance, c'est le clignotant qui synthétise la compréhension et l'acceptation par les usagers de l'ensemble du système de ce qui est proposé, des règles qui sont proposées. Parce que s'il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de maintenance, puisque la redevance est censée servir à entretenir les infrastructures. Et s'il n'y a pas de maintenance, ça veut dire que le riz ne pourra pas bénéficier du service de l'eau comme il est censé en bénéficier. En mai 2002, le Premier ministre Hun Sen inaugure les polders de Prenup. Si la CUP fonctionne déjà, son existence légale est très loin d'être achevée. En toute logique, car elle sert de modèle à un nouveau mode de gestion marqué par la décentralisation et le partage des responsabilités. Même Veng Sakon, pourtant ardent défenseur de la CUP au sein du ministère, affiche quelques réticences devant cette nouveauté. We together at the Ministry of the Water Resources and Meteorology is the father. It's the one family we have such young children just only get married. So it simply we could not walk, get access to business easily. So the mother and father should maintain and guide them how to get good business and more sustainability about their business. This is important thing. សហគមន៍នឹងមានលទ្ធភាពហើយមិនមែនជាកូនក្មេងទៀតទេព្រោះសហគមន៍នឹងបានដើរមកដល់2003រយៈតាំងពី98មកនោះជាងវាមានអាយុ 4-5 ឆ្នាំដែរហើយអានេះជាការងារមួយថាសហគមន៍នឹងដំណើរការទៅមុខបាន Enfin, en février 2008, les membres de la CUP et le ministère signent un accord qui détermine les droits et les obligations des agriculteurs et de l'État. C'est le Memorandum of Understanding, le MOU. Le ministère mettra 5 ans pour rédiger définitivement le texte de cet accord. Période d'hésitation et d'incertitude. À quelques semaines de la signature, un mot dans le texte de l'accord a focalisé toutes les craintes du ministère. ចំណុចខ្វះខាតដែលសរសេរជាភាសាបារាំងមកបកប្រែជាខ្មែរមកឧទាហរណ៍ពាក្យដើមមួយដែលគេសរសេរថាក្រសួងត្រូវតែអាជ្ញាធរក្រុងត្រូវតែវាហាក់ដូចជាពាក្យបញ្ជាដូច្នេះគឺថាអាពាក្យហ្នឹងបានយើងរុញឲ្យទៅកែឡើងវិញគេកាន់អាហ្នឹងទៅដូចហាក់ដូចជាសហគមន៍នេះបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រី Finalement,
Le mot est changé et l'accord est signé en 2008, quelques semaines après le départ officiel du bailleur. L'équipe du projet a produit une intervention globale, en menant de front les réalisations physiques, sociales et institutionnelles. Elle a dû affronter plusieurs difficultés en même temps. C'est grâce à un pas de temps long, 10 ans, qu'elle les a surmontés. À l'heure de son retrait, fin 2007, les travaux sont achevés. La CUP a pris son destin en main et les nouvelles règles institutionnelles sont presque abouties. À côté des 11 000 hectares protégés par la nouvelle digue, vivent des familles qui cultivent le riz sans bénéficier des nouvelles infrastructures. Ici, il ne reste que quelques traces de l'ancienne digue Khmer Rouge. Sans organisation, sans action collective pour maintenir les infrastructures en état, la digue s'enfonce et les rendements chutent. Dans les polders bénéficiant du service de la digue, une vingtaine d'agriculteurs du polder 3 ont répondu à notre proposition de réunion sur les effets du projet. Le GRET a suivi l'évolution des rendements. Entre 1998 et 2006, ils sont passés d'1,5 tonne à l'hectare à près de 3 tonnes. C'est ce qui était prévu au départ du projet. Cette augmentation est largement imputable à la digue, mais également à un programme agronomique dirigé par le GRET. De nouvelles semences ont été introduites, mieux adaptées aux nouvelles conditions de culture. Si les rendements agricoles ont doublé, les revenus des ménages n'ont augmenté que de 11%. Une croissance relativement faible qui s'explique par la chute de 2 activités complémentaires, le bois et la pêche. La raréfaction des ressources naturelles a fait chuter les activités de la pêche. La lutte contre les coupes illégales a fait baisser les revenus du bois. Résultat, cette nouvelle donne économique a modifié les activités sur les polders.
ស្រូវកើតហ្នឹងយកមកទិញម៉ូតូដើម្បីរត់ដុបយកលុយមកដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារវាបានយ៉ាងធូរជាងមុនបន្តិច L'argent complémentaire provient de moins en moins du bois et de la pêche, remplacé progressivement par l'élevage et le matériel loué. C'est une tendance importante sur les polders. Ces motoculteurs étaient quasiment inexistants avant les réhabilitations. On les compte désormais par centaines. Malgré l'augmentation des rendements, la majorité de la production agricole sert à l'alimentation. Grâce au projet, le pourcentage des familles autosuffisantes en riz est passé de 43 à 75%. C'est une amélioration importante, mais la production est toujours tournée vers l'alimentation et assez peu vers la vente. C'est à l'image du pays. Le Cambodge n'exporte que 7% de sa production en riz, sans filière vraiment structurée. Sur Prenup, l'accroissement des rendements pourrait permettre la vente d'une plus grande partie de la production. Dans ce scénario, la CUP pourrait servir de base à la création d'une filière structurée sur la région. Les digues servent de chemin. Elles font le lien entre le bord de mer et la terre. Avant, il fallait parfois une demi-journée pour aller de la terre ferme au bord de la mangrove. Désormais, il faut entre 15 et 30 minutes. Ces routes facilitent le commerce, réduisent la pénibilité et aident également à la scolarisation et l'accès aux soins. Au final, le projet a produit deux effets majeurs sur la population. D'abord, l'augmentation des rendements et dans une moindre mesure celle des revenus. Une croissance également répartie. La majorité des bénéfices va vers les familles de classe moyenne. Ensuite, il y a modification des activités extra-rizicoles. L'élevage et la mécanisation se développent. Ce qui n'est pas visible, mais important, c'est l'impact psychologique. La sécurisation foncière, un environnement reconstruit, de nouvelles possibilités de revenus. Ces facteurs changent les relations sociales et créent une rupture avec le passé. We have large area, more than 2 million hectares, need to develop, not just only concentrate one projects. At the same time, our GDP grow, so there's a good cooperation and continue such extent more community and more project in Cameroon. Mais quel mode de gestion sera choisi pour ces 2 millions d'hectares? En fait, il existe deux tendances au ministère des Ressources en eau. L'une, libérale et plutôt majoritaire, est bien représentée par Veng Sakom. Il a soutenu et défendu le projet Prenup. Chan Sinat, directeur technique au ministère, pourrait représenter l'autre tendance, plutôt centralisatrice. Ce dernier nous emmène visiter un projet d'irrigation qu'il a mené de bout en bout dans la petite commune d'Otreng.
Il met en scène l'interview avec les agriculteurs et décrit le projet. Otrang is the best project among the other. This is the best because we spend less money. We can get many kinds of things like sustainability of the irrigation infrastructure. We can find out a good participation and contribution from each member of the farmer water user community. We can find out in terms of technically water use. You can see we use a very conserved water and very effective efficiency for the crop. One of the concentration that I should highly appreciate the farmer water user community in this area in terms of the irrigation service fee collection is the best, is good, is good. Le cadre institutionnel choisi est bien celui d'une association d'usagers, mais sans élection. Un technicien du ministère est sur place, il choisit les représentants villageois avec le président de Polder et gère directement le budget. Les usagers ne sont pas vraiment formés. Ils ne sont maîtres ni de la gestion de l'eau, ni de l'entretien. Le gouvernement cambodgien a fait de l'irrigation une de ses priorités nationales et il ne manque pas de bailleurs pour l'aider, provenant notamment de pays émergents comme l'Inde, la Corée ou la Chine. En 2008, l'aide des agences internationales atteint 500 à 600 millions de dollars par an. L'engagement financier de l'AFD est aux alentours de 10 à 15 millions de dollars. De fait, ce n'est pas par le volume que l'AFD peut se particulariser, mais nous essayons avec les financements mis à notre disposition de favoriser l'émergence de modèles qui pourraient être repris par ensuite d'autres bailleurs de fonds. Prénoup, à ce niveau-là, dans le secteur de l'irrigation, nous a certainement permis d'avoir une position de leader ou au moins reconnue par les autres bailleurs, et en particulier par la Banque asiatique de développement, qui a beaucoup utilisé les acquis de Prénoup pour monter avec nous d'autres projets, celui de Stungshini, Northwest actuellement. Et le pilotage qu'on est en train de faire, qu'on a commencé au travers de Stungshini, que AFD a commencé avec Prénoup, qui a été repris avec Stungshini en collaboration avec ADB, et que nous continuons maintenant avec un projet sectoriel, ce pilotage continue, pilotage d'une stratégie de développement des systèmes irrigués au Cambodge. En s'associant à la Banque asiatique de développement, l'AFD se dote d'une plus grande envergure financière et politique. À travers leurs projets, les deux agences tentent d'installer durablement des systèmes de gestion participatifs associant usagers et États. Prénop était le premier projet de ce type et il sert aujourd'hui de référence. L'expérience pilote a porté ses fruits. L'accord signé entre agriculteurs et le ministère peut servir de modèle. Mais comment sera appliqué cet accord? Que contiendront réellement ces associations d'usagers? Comment fonctionneront-elles? Aujourd'hui, le gouvernement cambodgien est devant un carrefour. Ils peuvent aller dans la direction qui leur sied, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont avertis par les leçons de ces projets de ce qui les attend, s'ils vont dans une direction ou s'ils vont dans l'autre.
បុគ្គលិករបស់សហគមន៍78លានជាងបាទទី4អាជ្ញាធរដែលសហការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដំណើរការនោះមាន42លានជាង Au final, le projet a coûté environ 600 € à l'hectare. C'est dans la moyenne basse des projets d'irrigation. Cet investissement apporte un bénéfice supplémentaire d'environ 100 € par hectare pour chaque famille. La redevance qu'elle verse est de 7 €. Le prix qu'elle paie est donc très en dessous des bénéfices qu'elles reçoivent. Depuis 2001, le taux de recouvrement oscille autour de 80%. Il est stable et à quelques exceptions près, ce ne sont jamais les mêmes qui ne paient pas. La CUP a un pouvoir légal de gestion, mais elle n'a pas force de loi. Pour la perception des redevances, elle doit s'appuyer sur les autorités locales, les seules à pouvoir sanctionner les mauvais payeurs. Les autorités locales, chefs de commune, chefs de district, gouverneurs et représentants du ministère, participent également au débat budgétaire. Ils n'ont pas le droit de vote, mais ils donnent leur avis sur tous les points importants de l'organisation et leurs conseils sont influents. Au fil des ans, la CUP a fini par trouver une sorte d'équilibre des pouvoirs avec ses autorités. Trong phố Sà La Sà Cát និងសហគមន៍មានការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទីមួយបញ្ហាការប្រមូលសេវាប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាសហគមន៍ប្រមូលខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរដល់សង្កាត់ហ្នឹងចូលរួមនឹងការប្រមូលសេវាប្រើប្រាស់បាទហើយការថែទាំមើលបើសិនជាសហគមន៍ឲ្យបុគ្គលិកសហគមន៍ទៅមើលហ្មងគឺជនខិលខូចមិនខ្លាចទេដល់តែប៉ូលីសទៅមើលបានវាអត់ហ៊ានអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងការថែទាំទាំងការប្រមូលទាំងការការពារបានន័យថាសហការគ្នាទៅវិញទៅមក L'argent de la redevance, sa collecte et sa gestion sont révélateurs de la relation entre la CUP et les autorités. Elles sont concurrentes car chacune d'elles souhaite garder le contrôle. Elles sont également partenaires car les communes ont besoin de l'efficacité de la CUP pour le développement économique de la zone. La CUP, elle, a besoin des autorités pour faire respecter les règles. Dans les prochaines années, la gestion de l'eau sera également un point crucial.
សង្កេតមើលទៅព្រោះខ្ញុំធ្វើរហូតណាក៏រដ្ឋកម្ពុជាគេបើកទឹកពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែ9បានគេបិទ បាត់ទឹកនឹងបើកទឹកហ្នឹងគឺក្នុងសហគមន៍គឺមានកិត្តកម្មបាទកិត្តកម្មថងថាឥឡូវខែគេប្រជុំ2ថ្ងៃមុនមកណាគេប្រជុំថាឥឡូវចាប់ពីខែ5យើងសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាធ្វើថាទប់ទឹកប្រមាណឬមួយយើងឲ្យបើកឬមួយយើងឲ្យបិទបងមិនអញ្ចឹងមានកិត្តគេវាទុកខែ2ខែ6យើងទុកទឹកប្រមាណខែ7យើងទុកទឹកប្រមាណវាមានលេខរបស់គេមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានជាប់กระดาษមកនៅអមរៃបានមានបាទមាន Les terres des polders ne sont pas toutes au même niveau. Certaines peuvent être profondément immergées, quand d'autres ne sont pas suffisamment inondées. Et la réussite de la récolte dépend en grande partie du niveau de l'eau. តាមកំណត់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនប់នេះឋានភាពដីអត់ស្មើគ្នាបែបនេះគឺថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងទឹកនឹងងាយស្រួលមានតែយើងធ្វើជាគម្រោងមួយថារៀបចំដីនឹងឲ្យដីតំបន់មួយប្រហែលគ្នាឲ្យមានភ្លឺមួយកាត់ដើម្បីឲ្យទឹកនឹងយើងដាក់ទៅវាប្រហែលគ្នាបានគឺថាកាត់តំបន់ញែកចេញពីគ្នាតែម្ដង L'équipe du projet a proposé différents types de semences et d'engrais pour atténuer ces effets. Mais les agriculteurs les utilisent peu, car ils hésitent à augmenter le coût de production de leur riz. Dans une période de prospérité retrouvée, ces différenciations autour du service de l'eau sont facilement gérables. Par contre, elles pourraient être des lignes de fracture sociale en cas de disette. Un autre défi attend la CUP, le financement de la maintenance. La CUP prend en charge à peu près la moitié de l'entretien. Il est financé par la redevance. Le ministère prend en charge l'autre moitié. Mais sa participation est estimée à 1% de son budget annuel. Le ministère peut-il consacrer 1% de son budget à l'entretien d'un seul périmètre irrigué? We have some budget line, including budget rehabilitation and budget maintenance, but the budget maintenance seems to be very small. And after signing MOU, we need to prepare and formulate the document and the financial proposal and submit to the municipal finance, open one new chapter, is a more increased budget to cover the budget for maintenance. L'équipe s'est retirée, mais le projet commence sans doute maintenant, car il est désormais à l'épreuve de son autonomie et de sa capacité à durer. Ce sont les principaux objectifs avancés par le bailleur au départ du projet. La CUP possède les moyens techniques et légaux pour être autonome. 3 éléments conditionnent sa pérennité. L'entretien de la digue et la question budgétaire du gouvernement, l'équilibre des pouvoirs avec les autorités locales, la gestion équitable de la lame d'eau. Au-delà du projet lui-même, personne ne peut prévoir l'évolution économique et politique d'un pays encore en reconstruction. J'ai vu, pendant ce projet-là, lors d'un épisode où on avait promis, les autorités avaient promis de donner un financement aux autorités, j'ai vu quelqu'un représentant des populations, soi-disant bouddhiste, soi-disant fataliste, soi-disant soumis à un régime autoritaire et donc incapable de relever la tête, lever la main devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre des ressources en eau en disant « Messieurs, vous nous aviez promis de l'argent, où est cet argent ?» Et la personne de lui répondre « On va s'en occuper ». Et la personne de relever la main et de dire « Non, monsieur, vous ne m'avez pas répondu. Quand est-ce que vous allez nous donner notre argent ?» Bon, alors je ne dis pas que ça c'est la solution de Prénoup. Ce que je dis c'est que quelque part il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'un jour à Prénoup il y aura des problèmes, peut-être que l'infrastructure aura des problèmes et ne fonctionnera pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. N'empêche que moi je suis convaincu que quelque part il s'est passé quelque chose.
Prénop, c'est la politique institutionnelle par l'exemple. C'est à partir d'une expérience de terrain que les règles et les lois sont modifiées. Un pari risqué. Si le projet échoue ou balbutie sur le terrain, c'est la construction institutionnelle qui vacille. La réussite du projet doit beaucoup à la convergence de vues et d'actions entre le bailleur et l'opérateur. Au-delà d'une vision évaluative, Prénop donne l'impression étrange d'un lieu de correspondance entre le passé et le présent. Les polders sont marqués des empreintes successives de l'histoire. La dernière est celle de notre monde globalisé. Sera-t-elle plus pérenne, plus stable? Des outils ont été mis en place, mais est-ce suffisant? Il demeure une part invisible, faite de volonté, de forces sociales, économiques ou politiques, qui dessineront son futur. Cette part est déterminante et aujourd'hui inquantifiable.